Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous inspirer, vous et votre communauté, dans une approche globale de la santé. Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que pour ceux et celles qui s'intéressent à ce genre de synchronicité ou à la numérologie, nous sommes donc aujourd'hui au 70e épisode du podcast. C'est également le 7e secret que je vous propose de découvrir cette année pour une santé holistique globale qui vous permet justement d'affronter les aléas de la vie et les défis que vous rencontrez au quotidien. Et en plus, nous sommes à quelques jours de mon anniversaire et je vais rentrer dans une année 7, ça ne s'invente pas. Alors à ce stade, j'imagine que vous avez bien compris qu'il fallait garder un esprit ouvert. C'est également une des clés d'une santé optimale, globale, pour la santé physique et la santé mentale. C'est d'ailleurs une excellente transition avec la thématique du jour. Jusqu'à présent, depuis le début de cette année, je vous ai décrit l'importance de la sensation de sécurité en secret ou en étape 1 pour la récupération comme pour la guérison. Donc dans le temps, c'est vraiment important de maintenir cette sensation profonde de sécurité. En secret numéro 2 ou en étape 2, je vous ai parlé de l'importance de l'équilibre dynamique du mouvement interne. En 3, l'importance de la digestion, qu'elle soit physique ou émotionnelle. En 4, l'importance de l'équilibre entre donner et recevoir, que ce soit aussi bien au niveau du cœur que de la respiration, parce que évidemment, mon travail est de travailler sur le corps physique, je ne suis pas thérapeute, et donc je vais chaque fois retrouver des liens avec les actions que vous pouvez faire au niveau physique, tout en sachant que ces actions physiques ne vont pas avoir uniquement un impact sur vos cellules physiques. Étape 5, l'importance de la communication. Et étape 6 de la semaine dernière, l'importance de l'introspection qui vous permet justement d'être en phase avec la thématique d'aujourd'hui, parce que si vous avez l'occasion d'entrer en vous-même et d'être dans cette introspection, vous pourrez plus facilement faire la transition. En effet, j'aimerais vous poser cette première question. Êtes-vous prêt aujourd'hui à faire la transition entre le vous d'aujourd'hui, avec ses bobos, avec éventuellement ses douleurs, et le vous du futur que vous espérez atteindre, dont vous aspirez arriver, et avec cette santé optimale. Parce que justement, la transition, faire une transition signifie que l'on va à la rencontre de l'inconnu. Ça reste difficile car nous avons tendance à toujours préférer un inconfort connu qu'un hypothétique meilleur inconnu. Un exemple, les personnes qui ont un important surpoids depuis plusieurs années, on leur recommande de faire une thérapie lorsqu'ils perdent ou elles perdent plus de 10 à 15 kilos parce qu'elles peuvent ne plus se reconnaître dans le miroir et aussi elles ont peut-être peur de perdre l'identité qu'elles avaient justement d'être la personne un peu ronde, peut-être de bonne humeur parce que justement bon vivant et avec ce côté un peu clown peut-être pour cacher certaines blessures. Or la vie est faite de transitions, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, d'une école à l'autre, d'un endroit à l'autre lorsque l'on déménage, d'un statut à l'autre ou à travers la perte d'un emploi ou d'un divorce. Petite parenthèse d'ailleurs par rapport à ma propre expérience, très intéressante parce que, comme je le disais, nous sommes à quelques jours de mon anniversaire et pour la première fois, j'ai eu le plaisir de répondre à une interview d'une coach, Alexia, qui m'a demandé de revenir sur mon parcours et d'expliquer un peu comment j'avais développé ma résilience face aux différents événements. Je mettrai la référence de l'interview en commentaire, en descriptif, pour ceux et celles qui veulent aller écouter cette chouette interview. Et cette interview, justement, a été publiée il y a quelques jours.
justement la semaine de mon anniversaire. Donc encore une fois, une synchronicité assez intéressante. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, dans ces transitions, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec la transition, même en tant qu'introverti. Et on reviendra sur cette particularité des introvertis par rapport aux extravertis, qui ont tous deux besoin d'être en introspection et dans le silence pour comprendre et écouter justement les besoins de transition, de changement, puisque la vie est faite de changements. Et quand on est à l'école, encore une fois, c'est facile parce qu'on est obligé. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, on est obligé. Mais parfois, dans une carrière, dans un parcours de vie, eh bien, on a l'occasion de changer, de faire la transition et on n'ose pas, on est freiné par, justement, comme la personne en surpoids, par une ancienne identité, une ancienne image. Et donc, personnellement, à travers mon vécu, mon expérience personnelle, même introverti, je suis facilement passé de l'école primaire de mon village à l'école secondaire, et puis je suis facilement passé d'un jeune homme introverti qui parlait 3 mots d'anglais à un voyage aux États-Unis, dans une école inconnue, dans des familles inconnues, avec un anglais très très basique. Ces transitions ne m'ont jamais stressé, je me suis lancé. C'est un peu comme si, malgré ma personnalité, mes freins, mes blessures, mon côté un peu timide, quand il fallait faire le pas, le tremplin, je le faisais assez facilement, naturellement. Puis en 2011, il y a eu des transitions qui ont été très dures pour moi, vous le découvrirez ou le réécouterez dans l'interview, mais en 4 mois, j'ai vécu 3 deuils importants. En 4 mois, je perdais mes racines en perdant mes parents en l'espace de 2 mois et mes ailes, comme je dis toujours, en perdant ma petite fille, notre deuxième enfant. Et donc en quelques mois, j'ai eu cette transition importante à faire avec un deuil et le faire en quelques semaines. Heureusement, j'avais déjà entamé un développement personnel, je dirais, par curiosité intellectuelle, par envie de découvrir les choses, de comprendre les choses, avant de vivre ces challenges importants. Et donc j'avais quelques outils qui m'ont permis de faire cette transition et de grandir finalement à travers ces événements. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je sens que j'ai une nouvelle transition à faire, mais pas une transition dans laquelle je suis obligé de passer, parce que la vie m'oblige, mais plutôt une transition dans ma manière éventuellement d'aborder ma profession, que je décris aujourd'hui comme designer de programme santé. Vous le découvrirez également dans l'interview, mais ce qui pourrait me bloquer, c'est justement la première étape, qui est cette sensation de sécurité, non pas dans mon corps, non pas par rapport aux transitions, mais par rapport à certains points. Et donc, les différents secrets, les différentes étapes que je vous propose depuis le début de l'année, c'est vraiment quelque chose de dynamique. On a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième étape que l'on peut suivre dans cet ordre-là, mais vous pourriez aller d'une étape à l'autre pour petit à petit corriger, améliorer, fixer, comme disait Jordan Peterson dans l'épisode de la dernière fois, des choses que vous aimeriez améliorer pour optimiser finalement votre santé physique et votre santé mentale. Et donc dans cette 7e étape, l'objectif est de pouvoir faire confiance à quelque chose de plus grand que soi. On sent, vous voyez, c'est un peu comme une intuition. On reviendra sur cette importance de l'intuition qui peut être beaucoup plus forte chez un introverti que chez un extraverti, mais qui peut dans les deux cas être bloquée par un déséquilibre physique, souvent ou émotionnel, et qui devra être nourrie. Qu'elle devra être nourrie, puisqu'on parle ici de l'intuition. Donc par l'introspection, on va sonder ce dont on a besoin, et puis pour faire cette transition, eh bien, il faut pouvoir avoir le courage d'écouter la réponse, et donc de prendre le temps, et de se mettre en action. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que chez certaines personnes, cette transition est si difficile. Transition, alors je dis chez certaines personnes parce que on est tous différents à ce niveau-là. Je vous ai dit, personnellement, je n'ai jamais eu
difficulté à faire certaines transitions, mais peut-être que la transition dans laquelle je suis amené à participer aujourd'hui va être un peu plus complexe. Et peut-être que je dois la faire depuis un certain temps. Donc ça, c'est vraiment la magie, je dirais, et l'énigme de la vie, c'est qu'on a tous, me semble-t-il, un chemin à faire et que le temps, lui, eh bien, premièrement, il ne s'arrête pas, mais il sera très différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont connaître le succès très jeune et vont devoir gérer ce succès pendant plusieurs décennies. Certaines personnes n'y arriveront pas. Et puis d'autres personnes vont devoir travailler, un peu comme l'histoire du bambou chinois, qui est une de mes histoires préférées. C'est l'histoire de ce jardinier chinois qui plante un certain type de bambou. La première année, il ne voit rien, la deuxième année, il ne voit rien, la troisième année, il ne voit rien. Et c'est à la septième année que son bambou va grandir de plusieurs mètres en une nuit. Mais pendant les 7 premières années, ou en tout cas les premières années, je ne sais plus si c'est 7 ou un autre chiffre, à mon avis je suis fixé sur le chiffre 7 aujourd'hui ou en ce moment, et eh bien l'attention que le jardinier chinois portait à sa graine de bambou était importante parce que ça permettait aux racines de se développer. Parce qu'évidemment, si vous grandissez de plusieurs mètres en une nuit, vous avez intérêt à avoir des racines solides. Et donc peut-être qu'il y a des choses dans votre vie, dans votre parcours, qui permet justement de créer de bonnes racines pour pouvoir grandir à une vitesse plus importante par après. Et si je reviens donc sur ces transitions, pourquoi c'est si difficile? Parce que ça veut dire qu'on a une sensation de mort, quelque chose qui décède par rapport à l'ancien. On quitte l'enfance, donc c'est la mort de l'enfant pour l'adolescence, ou de l'adolescence pour l'âge adulte. On quitte des habitudes, on peut quitter éventuellement un statut. On quitte physiquement le contact avec quelqu'un dans un deuil, lorsque une personne proche décède, mais je parle vraiment de quitter physiquement parce que c'est important de comprendre que le deuil ne se fait que physiquement parce que émotionnellement, mentalement, spirituellement, il continue. Au vu du travail que j'ai pu faire depuis 2011, que j'avais déjà entamé avant, Dieu merci, comme on pourrait le dire, au niveau énergétique, au niveau thérapeutique, au niveau chamanique, eh bien j'ai pu créer une réalité qui sont liées clairement à mes croyances personnelles, ce n'est pas scientifique, ce n'est plus mon cerveau gauche qui va parler, mais mon cerveau droit, plutôt intuitif, qui m'a permis d'aller chercher des informations pour maintenir ma santé mentale durant ces années, parce qu'au-delà des deuils, il y a eu d'autres événements avant les deuils et après les deuils qui ont été très difficiles pendant plus de 12 ans, mais grâce à ces outils, grâce à cette ouverture, grâce à ce travail au quotidien, grâce à cette maturité petit à petit, eh bien, j'ai pu créer ces croyances qui me permettent de rester en contact avec ma fille, en tout cas du cœur, et vous pouvez l'interpréter, je dirais, comme vous voulez, mais au niveau du cœur et de l'âme, et ça c'est très fort. Alors maintenant, au plus je peux me connecter à moi-même, au plus ça peut être bien vécu. Évidemment, quand je suis dans mes émotions, dans la peur, dans la perte, dans le deuil, c'est beaucoup plus compliqué. Ça s'est passé il y a quelques mois, au moment de l'anniversaire justement de son départ. Elle aurait eu 12 ans aujourd'hui. Mais oui, ça c'est des moments plus difficiles. Mais en ayant travaillé sur mes croyances, en ayant travaillé sur mon introspection, sur mon intuition, eh bien, ça devient beaucoup plus serein, beaucoup plus viable au quotidien. Et pour terminer justement cette parenthèse avec cet événement difficile, eh bien, il se fait que, suite au décès de mes parents et de notre fille, j'ai commencé à fumer. Moi qui n'avais jamais fumé de ma vie, j'ai commencé à fumer. Étant donné dans la santé, j'ai choisi un tabac de qualité, parce que le tabac n'a pas toujours été le poison que l'on rencontre aujourd'hui dans les cigarettes et les autres moyens de fumer, mais c'était quand même quelque chose qui m'avait permis d'avoir une soupape. Alors ce qui est intéressant, c'est que la symbolique du fait de fumer, c'est une peur de la mort. Alors ça tombait justement
par coïncidence peut-être dans mon parcours, mais pourquoi je me suis tourné vers la cigarette, pourquoi dès le matin en me réveillant j'en avais besoin pour continuer à vivre, à respirer peut-être, de respirer ce tabac. Je ne saurais pas vous le dire, mais ce qui est incroyable, c'est que après 6 mois et beaucoup de moments de honte par rapport à cette habitude, parce que je promotionnais la santé, et pas depuis quelques années, et je n'ai jamais été dans la cigarette, eh bien, j'ai, avec un travail sur, je dirais, mes deuils, mais pas sur la cigarette, du jour au lendemain, j'ai pu arrêter. Alors attention, le fait d'avoir choisi un tabac de qualité sans additifs était facile évidemment, puisqu'il n'y a pas toutes les substances qui entraînent l'addiction et qui rend le sevrage beaucoup plus difficile pour les fumeurs. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que plusieurs mois plus tard, j'ai une petite rechute au niveau émotionnel. J'ai voulu aller finalement me rassurer avec la cigarette comme ça m'avait aidé quelques mois auparavant, et je ne supportais plus le tabac. Donc ça veut dire que ça n'était plus la même problématique. Il me fallait trouver effectivement soit un autre échappatoire, soit un autre indice sur le mal-être que je vivais à ce moment-là. Donc ça c'est intéressant de voir à quel point on peut comme ça interpréter et comprendre les choses. Surtout que dans les traditions anciennes, le tabac n'est pas un lien avec la drogue ou avec la peur de mourir, mais un lien avec le monde des esprits. Donc on utilise le tabac dans des cérémonies pour des choses bien précises. Bref, voilà, ça referme un petit peu cette expérience personnelle, mais pour vous parler de cette 7e étape, la transition de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau, transition avec finalement quelque chose pour lequel on va devoir faire un deuil, eh bien, je pense que c'est vraiment une étape extrêmement importante lorsque l'on va vers la santé globale. Êtes-vous prêt à aller vers une nouvelle version de vous-même? D'autant plus que ce sont des événements, lorsqu'ils sont imposés, c'est une chose, mais ce sont des passages, des transitions qui ne sont plus du tout accompagnés aujourd'hui. Nous n'avons plus de rite de passage qui nous permet justement de passer par exemple de l'enfance à l'âge adulte ou en passant par l'adolescence. De nombreuses civilisations ont encore des coutumes qui permettent le rite de passage. Nous n'en avons plus. C'est un peu différent chez la femme que chez l'homme, puisque les femmes qui ont accouché à voix basse et sans péridurale ont vécu ce rite de passage, parce que c'est une réelle connexion avec la mort. Historiquement, parce que dans notre histoire humaine, eh bien, de nombreuses femmes sont décédées en couche, de nombreux enfants sont décédés à la naissance, et donc on a ça imprégné dans notre génétique, mais en même temps, dans ce que j'ai pu comprendre dans l'étude que mon épouse et moi avons faite avant son premier accouchement, eh bien, l'accouchement est une véritable sensation de mort lorsqu'elle est traversée par le bébé. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Malheureusement aujourd'hui, la médecine parfois coupe cet événement avec péridurale ou les césariennes. Alors attention, évidemment, la césarienne a sauvé de nombreuses mamans et enfants. Là où ça pose problème aujourd'hui, c'est l'industrialisation des césariennes et les statistiques qui doivent rentrer pour chaque institution. Donc, ces transitions, elles existent. Elles sont aussi encore présentes pour les femmes avec leur cycle qui permet justement de se purifier chaque mois. Pour l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément de groupes d'hommes aujourd'hui qui se développent pour permettre aux hommes de retrouver leur masculinité de manière optimale. Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai vu une vidéo très moqueuse d'un expert en communication et autres qui analyse des vidéos et qui analysait une vidéo d'un groupe d'hommes qui justement se retrouvaient pour exprimer leur masculinité. C'était assez maladroit dans les deux cas. Néanmoins, il existe effectivement des groupes qui permettent justement aux hommes de pouvoir se retrouver. On en a parlé lors de la 2e étape. C'est important de pouvoir exprimer son côté féminin et son côté masculin. Évidemment. Néanmoins, chez l'homme, il n'y a pas
de rite de passage. Et personnellement, j'ai ressenti justement ce besoin, malgré les nombreux voyages que j'ai faits, malgré les nombreuses transitions, j'ai pas eu l'impression d'avoir un réel rite de passage. Avant la naissance de mon premier fils, je me sentais prêt à être père, mais pas aussi pur que j'aurais voulu l'être pour justement être capable d'honorer ce privilège d'être papa. Bon, l'avenir me dira si j'ai effectivement eu ces rites de passage et que j'ai pu atteindre une certaine maturité optimale. Maintenant, les rites de passage sont surtout connus pour le passage à l'âge adulte. Néanmoins, ça n'est pas uniquement réservé à ce passage vers l'âge adulte. Et je vous réfère ici d'un magnifique livre qui s'appelle Messages des hommes vrais au monde mutant. On n'a jamais su si l'auteur a réellement vécu cette expérience en Australie avec les aborigènes ou si ça a été romancé. Parce qu'il faut savoir qu'en Australie, les aborigènes ne sont pas tous référencés et que donc le fait d'être, je dirais, quelque part en Australie, c'est pas tout à fait légal, mais c'est pas tout à fait illégal non plus. Donc je pense que pour protéger les personnes qui l'ont accueilli, l'auteur n'a pas voulu dire que c'était autobiographique, mais il y a quand même énormément de liens avec des situations qui pouvaient être réelles. Et dans ce livre, il y a un passage vraiment intéressant où vous avez un homme d'âge mûr qui va voir l'homme médecine et qui lui dit voilà, j'ai beaucoup de douleurs musculaires ou dos, etc. Je me sens raide. Est-ce que tu n'as pas une potion ou une technique qui me permettrait de m'assouplir? Et en fait, la réponse de l'homme médecine a été assez particulière parce que il lui a dit il est temps maintenant que tu partages ton savoir. Donc cet homme était dans une période de transition, il n'avait pas encore compris qu'il était temps pour lui d'enseigner ses connaissances et de ne plus les pratiquer. Et donc c'est en devenant enseignant dans la spécialité dans laquelle il était qu'il a pu s'assouplir. Alors c'est intéressant parce que je l'ai vécu dans un de mes coachings. Au tout début de ma carrière, j'avais comme ça un monsieur qui était extrêmement raide. On commençait toujours les séances par des assouplissements et en tout cas un travail de mobilisation. Et c'était vraiment une raideur qui me semblait être une raideur plutôt mentale. Parce que quand vous avez l'habitude de manipuler les gens, de les étirer, vous sentez quand c'est un étirement physique, quand il y a une résistance. Et là, il y avait énormément de résistance. Et un jour, ce coaché m'appelle et me dit, écoute David, je ne viendrai pas à la prochaine séance, je te rappelle quand je reviendrai. Il faut savoir que ce monsieur vivait très mal son divorce. C'est sa femme qui était partie, qui a demandé le divorce. Lui, il en était encore dingue et il refusait cette transition justement, de passer de son histoire idyllique avec son épouse au statut de divorcé, célibataire et d'échec finalement, comme il le ressentait. Il n'avait pas d'enfant, mais il était vraiment dans cette résistance. Je ne le vois pas pendant 6 semaines ou 4 semaines. Il revient, il me rappelle, il me dit David, là je suis prêt à reprendre les entraînements. Je me suis dit, après 4 semaines sans s'entraîner, il va être encore plus raide que d'habitude. Je veux l'étirer et il avait gagné mais 30% de souplesse. Je dis mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais pendant 4 semaines pour gagner autant de souplesse? Et il me dit, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un et elle m'a proposé de partir en vacances. On est parti 3 semaines en vacances et je me suis senti revivre. Alors, vous pourriez penser que c'est un peu bateau, hein, le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, d'avoir peut-être oublié, je dirais, ses soucis, mais personnellement, c'est la première fois que je ressentais une telle différence physique dans un changement d'état d'esprit de quelqu'un. Et ça correspond bien à ce livre, hein, Le Message des hommes vrais au monde mutant. Je vous mettrai la référence dans le descriptif, qui est vraiment un roman intéressant à lire parce que ça peut vous aider justement à comprendre certaines choses et à l'importance d'accepter les transitions. Et pour cela, je vous ai proposé 6 vidéos, 6 épisodes à suivre pour pouvoir justement être dans les meilleures conditions et une bonne sérénité pour ces transitions.
On retrouve également cette problématique du deuil, de la transition, de la mort de quelque chose. Les écrits de l'anthropologue Philip Folsom, dont j'ai déjà cité à plusieurs reprises le nom, qui dit que lorsque l'on prend une décision, lorsque l'on fait un choix, ça veut dire que l'on préfère une option plutôt que l'autre. Donc ça veut dire qu'on doit faire le deuil de l'option que l'on n'a pas prise. Et c'est pour ça que le choix est important à faire, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet justement de progresser. Et le fait de ne pas prendre de choix et de rester statique, on l'a déjà dit, rester statique est vraiment la dernière chose à faire. Paul Chek, mon mentor, nous dit souvent, il y a le choix optimal, il y a le choix sous-optimal, et puis il y a le non-choix. Le non-choix, c'est la dernière chose à faire. C'est vraiment quelque chose qui est stagnant, qui ne va pas nous faire progresser. Lorsque j'ai décidé de fumer pour pouvoir respirer et passer cette période extrême dans ma vie, c'était un choix sous-optimal. Bien sûr qu'il y avait d'autres choses à faire bien plus intéressantes pour ma santé physique et mentale que de commencer à fumer. J'avais un risque de devenir dépendant, mais il valait mieux faire ce choix sous-optimal que de ne rien faire, d'imploser et de développer éventuellement une maladie ou bien pire, comme on me l'a dit un jour. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir faire ce choix et donc de faire donc le deuil, comme on dit aussi une petite mort, avec un élément passé. C'est une expression d'ailleurs intéressante, et j'ai fait quelques recherches par rapport à au sens que cette petite mort veut nous dire. Donc, selon le dictionnaire en ligne orthodidacte, le sens le plus courant, c'est la petite mort désigne un événement dans la vie d'une personne qui marque la fin d'une période. Donc il y a vraiment un deuil à faire avec la période précédente. Beaucoup de personnes qui partent à la retraite peuvent ressentir cette petite mort s'ils n'arrivent pas à faire le deuil de leur vie professionnelle. C'est donc pas une mort physique, mais c'est une mort éventuellement émotionnelle, voire mentale. Une personne âgée qui part de sa maison et qui rentre dans une maison de retraite, ça peut être considéré comme une petite mort. Une personne qui est sportif professionnel, et on l'a vu avec Tom Brady qui a pris sa retraite en 2021 ou 2022 et puis qui est revenu quelques mois après, probablement qu'il n'a pas supporté ce changement de statut. Entre-temps, il a perdu son épouse parce qu'il avait été à la retraite la première fois pour être plus proche de ses enfants et de son épouse. Il est sorti de sa retraite en quelques semaines, il a fait cette 22e carrière à 45 ou 46 ans, et entre-temps, l'épouse a demandé le divorce. Vous voyez que parfois la vie nous pousse à accepter ces transitions, et si ça ne se fait pas d'une manière, ça risque de se faire d'une autre manière, malheureusement. Il y a également une autre définition de cette petite mort qui est vraiment intéressante dans cette réflexion. Alors maintenant, je ne suis pas sexologue, donc je ne pourrais pas aller au-delà de cette explication de la petite mort qui désigne finalement l'orgasme, le plaisir sexuel. C'est une expression qui trouve son origine au XVIe siècle grâce à un chirurgien célèbre, Ambroise Paré, qui comparait l'orgasme à la fatalité qui nous est commune en raison de ses effets de relâchement après l'extase. Donc voilà tout un programme, mais c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qui se passe justement au niveau de notre vie, au niveau de notre vie extérieure, intérieure, de tous ces systèmes, de toutes ces étapes, de tout cet équilibre de la santé globale, sachant que la sexualité est également un lien avec la spiritualité, que la mort et la relation que vous avez avec la mort est en lien avec votre spiritualité. J'en ai parlé, c'est cette spiritualité qui m'a permis, moi et mon épouse, de traverser les aléas de la vie, de rester soudés, de renforcer justement notre relation, notre amour, notre développement personnel. C'était la journée de la famille ce lundi ici au Canada. Et je me suis rendu compte à quel point ma famille nucléaire était vraiment mon roc quand mes enfants, mon fils, ma fille aujourd'hui, qui ont 16 et 8 ans, d'ailleurs, souvent on dit 16 et 8 ans, il y a eu un grand espace entre les deux, vous aviez perdu le mode d'emploi. Alors quand vous êtes cool, vous souriez. Quand vous l'avez un peu plus mauvaise, vous dites que non, il y avait eu une naissance entre les deux qui n'a pas pu s'exprimer totalement.
ça calme tout de suite. Mais pour cela, il faut vraiment être très très bien dans ses émotions et ne pas avoir envie, évidemment, de blesser, de mettre mal à l'aise l'autre personne. Mais tout cela, c'est un travail. Si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un travail sur les différentes étapes dont je vous ai parlé depuis le début d'année, qui permet d'avoir une santé optimale. Mes parents sont décédés à 60 ans. Mon grand-père maternel a encore 96 ans aujourd'hui. Mon grand-père paternel est décédé à 96 ans également, après avoir passé 4 ans en Allemagne et être revenu à pied avec d'autres soldats qu'il a sauvés d'Allemagne. Mes parents ont perdu 35 ans sur leur papa et plus de 20 ans sur leur maman. Donc, ma santé à moi, la santé de mes enfants, je la travaille maintenant. Et ça ne suffit pas de travailler sur ce régime alimentaire, si je peux m'exprimer ainsi, sur le fait de bien dormir, bien manger, bien bouger. Non, ça va beaucoup plus loin que cela. Mes parents étaient des gens qui mangeaient bio depuis 40 ans, vivant à la campagne, étant actifs. Pourquoi sont-ils partis à 60 ans, tous les deux d'un cancer? Ce sont des questions sur lesquelles j'ai certaines réponses. En étant, depuis probablement le début des années 2000, en recherche de compréhension de la santé, du développement personnel, à une époque où on n'en parlait pas comme cela, et en allant aussi bien dans la science que dans la spiritualité, que dans le chamanisme, que dans le biohacking, que dans le coaching, que dans les thérapies énergétiques, les thérapies émotionnelles. C'est un puzzle, votre santé est un puzzle. Alors évidemment, la dernière chose qui peut aussi mettre un frein à cette santé optimale, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, d'être capable de se voir dans cette nouvelle santé dans le futur. Et certaines personnes vont s'auto-saboter. Peur de perdre leur identité, de bon vivant par exemple, s'ils perdent du poids. Peur de perdre l'attention. Quelqu'un qui est malade peut attirer l'attention et donc s'il n'est plus malade, s'il est en meilleure forme, on va plus s'intéresser à lui. J'ai des exemples autour de moi. Peur d'être trop voyant, trop sexy justement, peur d'être vu, d'être sous les feux des projecteurs. C'est souvent lié justement avec l'image que l'on projette aux autres. Donc ici, cette 7e étape, c'est de la transition entre l'image que vous avez depuis X années et l'image que vous voulez avoir, pour vous, pas pour les autres. Être sexy, d'abord, c'est d'être bien dans votre peau. Selon une étude de 2014 sur la procrastination et l'adaptation, il ressort que 20 à 25% des adultes dans le monde, pas uniquement dans un seul pays, mais dans le monde, sont des procrastinateurs chroniques. Le problème peut être lié à la dépression, à l'anxiété, à une faible estime de soi-même, au TDAH et à de mauvaises habitudes de base. Référence d'une étude de Ferrari en 2014, Procrastinations and Mental Health Coping. Je vous mettrai les références pour ceux qui veulent aller le voir. Selon les auteurs Ali Schiller et Marissa Boisvert, il existerait d'ailleurs 4 principaux types d'archétypes et de procrastinateurs. On a le performeur, qui est le perfectionniste, l'autodérision, alors j'ai voulu le traduire en anglais, mais celui qui est en autodérision par rapport à lui-même, se traitant de paresseux alors qu'il est juste fatigué, mais il n'admet pas cette fatigue et donc il va procrastiner. Celui qui va être tout le temps trop occupé pour aller à l'essentiel. Et le dernier, le chercheur de nouveautés qui va très facilement se fatiguer de sa dernière idée, donc passer d'une idée à l'autre sans vraiment aller au bout des choses. Alors ça m'a interpellé parce que justement Paul Chek, dans la vidéo de départ sur laquelle je me base pour vous proposer cette étape et les agrémenter de mon expertise, de ma compréhension des choses et de ma propre expérience, eh bien, il parle justement de Carl Jung et des 4 fonctions de la conscience. Les 4 fonctions de la conscience permettent de penser, ressentir via les émotions. Ça c'est tout ce qui est lié au rationnel, aux personnes extraverties qui vont se nourrir de l'extérieur, grâce à la pensée et aux émotions. Et puis vous avez ceux qui sont plutôt introvertis, qui vont plutôt se baser sur les 2 autres fonctions de la conscience, qui sont le ressenti par les 5 sens et l'intuition. Je parlais tout à l'heure de l'intuition qui est vraiment intéressante parce que en ayant travaillé sur les 6 premières étapes, eh bien vous allez pouvoir petit à petit développer cette intuition.
et pouvoir prendre les bonnes décisions quand on en a besoin. C'est vraiment un élément qui m'a interpellé dès le début de mes études avec Paul Chek. C'est qu'il disait, hein, le gut feeling, l'intuition qui nous permet de prendre les bonnes décisions, ça n'est pas rationnel, ce n'est pas la compréhension des choses. C'est quelque chose qui vous pousse à prendre une décision, vous ne savez pas trop comment. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de cette petite voix intérieure et de la croire, évidemment. Nous sommes, selon Paul Chek, toujours entre ces deux extrêmes, entre l'introverti et l'extraverti. Certains sont plus introvertis, d'autres sont plus extravertis, peut-être dans certaines conditions, mais nous devons justement le développer pour prendre ces bonnes décisions. Et pour cela, il y a un gros travail également à faire sur notre pardon, c'est-à-dire la part de nous-mêmes que nous ne voulons pas développer et que finalement, à force de vouloir éviter, eh bien, nous la mettons en lumière. Et donc, en acceptant cette part d'ombre, en passant justement, en acceptant cette part d'ombre, ben, on passe une transition. On ne veut plus cacher des choses, mais on a un vrai visage, pas un masque. Et on peut justement être beaucoup plus authentique. Hein. C'est quelque chose qui est important. Il y a deux mots qui reviennent en début d'année, c'est vraiment prendre conscience des choses et être authentique. Demandez à votre âme et conscience ce que vous avez à faire aujourd'hui pour atteindre cette santé optimale qui vous permettra eh bien, de vous réaliser, ou en tout cas d'être serein dans le quotidien, de pouvoir vous exprimer. Et pour cela, vous avez besoin de calme. Petit retour d'ailleurs sur une de mes métaphores préférées, vous le savez, hein, c'est la métaphore du Graal, le Graal des chevaliers de la table ronde, dont j'ai parlé dans le 4e secret de cette série, et qui montrait qu'il fallait non pas aller chercher la vie éternelle à l'extérieur, dans un hypothétique Graal caché quelque part sur la planète, mais que le Graal c'était votre cœur, et qu'en allant sonder votre cœur, pour cela vous revenez à l'étape 4, vous allez pouvoir mieux communiquer, étape 5, vous allez pouvoir vous poser, étape 6, et passer à l'action dans la transition dont vous avez besoin aujourd'hui, étape 7. En résumé, si vous êtes coach, je vais vous inviter à travailler sur vous-même, passer à travers ces différentes étapes. Parce que vous allez avoir des coachés qui vont vous mettre face à vos faiblesses, face à vous-même, face aux éléments que vous devez travailler. Donc si vous observez un petit peu ce qui revient de manière régulière chez vos coachés, eh bien, tentez de le travailler chez vous-même. Ça va aider également vos coachés. Et pour ceux qui connaissent la méthode Ho'oponopono, eh bien, vous savez que ça a déjà été observé, même scientifiquement, si je peux utiliser ce mot pour cette pratique. Et donc, revenez sur les 6 premières vidéos et sur cette 7e pour voir, tiens, mais où pourriez-vous travailler et éventuellement, quelles sont les étapes dans lesquelles vos coachés sont le plus facilement coincés, parce qu'en allant voir si ce n'est pas en miroir avec vous, eh bien, vous allez pouvoir le travailler sur vous-même et ça va débloquer le travail de vos coachés. Personnellement, je vous l'ai dit, je suis dans une transition aussi, j'ai des décisions à prendre et je sais que je vais pouvoir le travailler en me reposant. J'ai un très mauvais sommeil depuis 2 ans, je vous en ai déjà parlé, j'arrive pas à réguler ma température corporelle durant la nuit malgré tous les outils que j'ai à ma disposition. Eh bien, je vais devoir passer cette étape supplémentaire de retravailler, non plus sur mon sommeil, mais tout ce qui se passe dans mon inconscient. Et si vous n'êtes pas coach, donc pour tous les autres, si vous n'avez pas une communauté ou des coachés à suivre, eh bien, comme action pour cette dernière vidéo, je vais vous recommander de revoir les 6 premières vidéos. Il s'est passé cette semaine depuis la première vidéo début janvier. Voyez un petit peu ce qui vous a interpellé, ce sur quoi vous aimeriez travailler, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. Prenez des notes et si vous avez besoin d'aide, faites appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur l'étape 1 ou l'étape 2 ou l'étape 3 ou l'étape 4 ou l'étape 5 ou l'étape 6 ou l'étape 7. Éventuellement, vous pouvez également télécharger sur mon site la modélisation de votre santé optimale pour pouvoir remplir justement ce document qui vous permet de modéliser votre santé aujourd'hui, modéliser votre santé optimale que vous aimeriez atteindre d'ici 6 mois, 1 an,
et de voir là où vous avez besoin d'aide, d'une technique, d'un livre, d'un coaching, d'une évaluation, d'une motivation, d'un questionnement pour pouvoir justement atteindre cette santé globale. Ceci clôture une série de 7 vidéos que j'étais très heureux de réaliser pour vous. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, de creuser certains sujets. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique auquel je n'ai pas encore réfléchi. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire en bas de cette vidéo. Et d'ici notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous.